La salle à manger du pavillon L'Auberge des Charmilles n'avait jamais paru si calme. Le genre de calme qui ne suit qu'une prise de conscience trop grande pour être ignorée. Attendez, la nourriture n'est jamais arrivée. La voix de mon père bégaya à travers le haut-parleur du téléphone, sa bravade habituelle se fissurant sous le poids de l'embarras public. Autour de l'immense table de ferme, ornée de couverts, de portes non brodées à la main et d'un centre de table florale que personne ne pouvait manger, étaient assis 17 parents confus, tous fixant des assiettes vides. Ma tante Brigitte regarda nerveusement vers mon cousin Damien. Je pouvais presque entendre le commencement du dénouement. J'étais à 400 km de là, debout dans la cuisine ensoleillée de ma maison artisanale à Annecy, Haute-Savoie. Une tasse de cidre chaud épicé réchauffait mes mains tandis que je m'appuyais contre le comptoir, calme et composé. « Oh » dis-je doucement dans le téléphone. Je supposais simplement que je n'étais pas nécessaire. Silence. Le genre qui se propage vite et loin. Que veut-elle dire, siffla mon oncle. Elle a payé, n'est-ce pas, marmonna mon cousin. Oui, j'avais payé. Et ensuite, j'avais annulé. Mon nom est Amélie Lambert. J'ai 41 ans, la fille aînée, la réparatrice de la famille, l'épine dorsale silencieuse de trop de fêtes. Thanksgiving était censé signifier quelque chose, pas la joie, la performance, un rituel de maintien des apparences pendant que le ressentiment mijotait tranquillement sous des photos de famille polies. J'ai grandi à Chamonix, Haute-Savoie. Mes frères et sœurs ont eu de la chaleur, de l'affection et des secondes chances. J'ai eu des responsabilités. Je préparais les déjeuners, corrigeais les essais et organisais la logistique des vacances comme si c'était mon travail, et ça l'a toujours été. La rupture finale est survenue 10 jours avant Thanksgiving 2023. Tante Brigitte publia « J'ai hâte de voir tout le monde dans le fil de discussion de la famille ». J'ai répondu simplement « Moi aussi ». Hâte de me joindre à vous. Aucune réponse. 2 heures plus tard, mon cousin Benjamin m'a envoyé un message privé « Attends, tu viens ? Ta mère nous a dit que tu n'étais pas invité cette année. » Mon estomac s'est serré. J'ai appelé ma mère immédiatement. Elle a hésité puis a dit « C'est juste que nous voulions que ce soit paisible cette année, moins stressant. » Je suis votre fille, ai-je dit. Je fais partie de la famille. Elle a soupiré. C'est juste plus facile comme ça. Alors, je leur ai facilité la tâche. J'ai annulé le service traiteur qu'ils n'avaient jamais pris la peine de me demander. Laissez-les profiter de leur paix, et j'ai profité de la mienne avec une boisson chaude, un cœur plein, et pas une seule vaisselle à nettoyer. Il n'y avait pas eu de drame, à moins de compter le fait que j'ai finalement dit non quand papa a demandé si je pouvais couvrir le remplacement du moteur de Kevin, ou quand j'ai poliment refusé d'aider à payer la facture de carte de crédit gonflée du 3e mariage de Léa. J'ai vérifié la liste des invités 2 fois. Mes frères et sœurs plus jeunes ont invité leurs conjoints naturellement. Même des cousins germains que je n'avais pas vus depuis des années étaient dans le fil de discussion s'extasiant sur les tartes et les horaires de vol. Moi ? Rien. Eh bien, je n'avais peut-être pas de siège à leur table, mais ils étaient sur le point de goûter ce que cela faisait d'oublier qui finançait réellement le festin. Ce n'est qu'au moment où le choc a commencé à se dissiper que j'ai réalisé quelque chose de crucial. Ricanement une semaine plus tôt, papa avait envoyé un texto désinvolte, « Salut, ça te dérangerait de contribuer au repas cette année ?» Mais je n'avais pas contribué. J'avais payé. La dinde, une beauté biologique saumurée à sec de la boucherie des Trois Pins, acheminée par avion de Lyon pendant la nuit. Les accompagnements, tous précommandés chez le coin fermier, la charcuterie haut de gamme dont maman s'était extasiée le printemps dernier. Et le dessert, un cheesecake à la citrouille à double étage et 4 douzaines de tartelettes aux pacanes incrustées de canneberge d'un chef pâtissier de Grenoble qui avait une liste d'attente de 6 semaines. Chaque commande m'était adressée, chaque reçu sous mon nom. Il ne m'avait pas seulement oublié, il m'avait utilisé. Alors, j'ai passé 2 appels. Le boucher a remboursé sans hésitation. La boulangerie a hésité jusqu'à ce que je leur transmette la confirmation de commande avec ma carte de crédit se terminant par 9142. Commande annulée. Puis j'ai attendu. Jour de Thanksgiving, 12h17. Mon téléphone a vibré avec un appel de papa. J'ai laissé sonner. 1 fois, 2 fois, 4 fois, puis j'ai décroché. Bonjour. La nourriture n'est jamais venue, dit-il, voix vive d'incrédulité. Derrière lui, le bruit racontait sa propre histoire, des murmures, le cliquetis du verre,
et la voix de maman quelque part entre furieuse et frénétique. J'ai incliné la tête, affectant juste assez de confusion pour faire mal. Oh, peut-être qu'il faut vérifier avec celui ou celle qui a passé la commande. C'est toi qui as passé la commande, aboya Théil. Est-ce que je l'ai fait, dis-je doucement. Puis le silence. Long, froid, final. Je pensais que tu n'avais besoin de rien de moi. Il n'a pas répondu. 1 heure plus tard, un texto de mon cousin a scellé le sort, pas de dinde, pas de tarte. Tout est fermé en ville. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris une autre gorgée de cidre. Dehors, la neige d'Annecy tombait doucement, silencieuse, propre et pleine de paix. Ma sœur cadette, Léa, avait amené un nouveau petit ami, un analyste informatique de Grenoble qu'elle espérait impressionner. Il a fini par manger un plat préparé au micro-ondes dans la voiture pendant qu'elle pleurait dans la chambre d'amis. Maman s'est enfermée dans la salle de bain attenante, et papa était assis raide et silencieux à sa place habituelle en bout de table, tandis que l'oncle Raymond, jamais avare de tact, laissa échapper « Attendez, n'était-ce pas Amélie qui apportait la dinde ?» La pièce était devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre quelqu'un poser son verre de vin. Puis vinrent les murmures. 3 jours plus tard, un message de groupe de maman a illuminé mon téléphone. « Tu nous as vraiment manqué à Thanksgiving. J'espère que nous pourrons laisser cela derrière nous. » Pas d'excuses, juste un joli petit tapis pour balayer tout le désordre. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, tante Brenda a appelé. « Quelques-uns d'entre nous ont parlé à tes parents, dit-elle doucement. Ils avaient besoin d'être confrontés. » Sa voix portait le poids de quelqu'un qui comprenait trop. Trop tard. Mais maman n'avait jamais aimé les conséquences. Et, comme prévu, vendredi, une nouvelle version de l'histoire circulait. Soudainement, j'étais le problème. J'étais instable, trop émotive, essayant de faire tout un plat. Je n'avais pas manqué Thanksgiving, je l'avais saboté. Papa a appelé 2 fois. J'ai laissé la première sonner, j'ai décroché à la seconde. Je ne sais pas ce que tu essayais de prouver, dit-il, la voix tendue par l'effort. Mais tu as embarrassé ta mère. J'ai laissé échapper un rire aigu. Drôle. Je pensais qu'elle ne voulait pas de moi là-bas. Il a soupiré comme si cela lui faisait plus mal qu'à moi. Nous avons fait une erreur. D'accord. Mais ce que tu as fait était bas, plus bas que de désinviter ta fille après qu'elle ait payé ton dîner. Ma voix s'est brisée, mi-fureur, mi-chagrin. Tu aurais juste pu me le dire. Tu es dramatique, dit-il, espérant clairement que cela mettrait fin à la discussion. Ce n'était même pas si grave. Mon pouls s'est accéléré. Ça l'était pour moi. Si ce n'est pas grave, dis-je lentement, alors pourquoi m'appelles-tu à ce sujet, papa? J'ai mis fin à l'appel. Ma main tremblait si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Cette nuit-là, mon cousin Rémi m'a envoyé un texto. Tu as officiellement déclaré la guerre. Apparemment, maman réécrivait déjà le scénario. J'étais difficile, instable, et ceci n'était qu'une preuve de plus. Noël planait comme un nuage d'orage sur la vallée. Je n'avais aucune intention d'y assister. Pas avant que tante Brenda appelle. Elle dit aux gens que tu es trop fragile pour être près de la famille, dit-elle doucement, que tu sautes Noël parce que tu ne peux pas gérer les conflits et que ton père prétend qu'il a essayé de réparer les choses, mais que tu es déraisonnable. J'ai serré le téléphone plus fort, les jointures blanchies. Oh non, il n'allait pas réécrire mon histoire. Réveillon de Noël, 2024. Je me suis garé dans l'allée de la maison de mes parents à Chamonix, Haute-Savoie. La neige craquait sous mes bottes, l'air de la montagne vif et pur. J'ai monté les marches, pris une grande inspiration et j'ai sonné à la porte en retard à la mode. Dès que la porte s'est ouverte, ce fut comme si quelqu'un avait arraché le cordon d'alimentation d'une chaîne stéréo. La conversation est morte à mi-phrase. Ma mère s'est figée. Papa a marqué une pause avec son verre de whisky à mi-chemin de ses lèvres. Léa, tenant une assiette de biscuits, cligna des yeux comme si j'étais sorti de ma tombe. Salut, dis-je vivement, en enlevant mon écharpe. Joyeux Noël, ma mère a récupéré la première. Oh, tu es venu. Bien sûr que je suis venu, dis-je, lisse comme toujours. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde. Puis je me suis écarté, bras tendus derrière moi. Quelqu'un d'autre voulait aussi venir.
Ma visiteuse est sortie, ma grand-mère, sa mère. La couleur a disparu du visage de maman comme une lente fuite. Elle ne s'était pas parlé depuis près d'une décennie. Ma mère l'avait rayée de sa vie après un désaccord amer, trop fière pour faire la paix, trop têtue pour même prononcer son nom. Mais je n'avais jamais coupé les ponts. Grand-mère avait été consternée lorsqu'elle avait appris ce qui s'était passé à Thanksgiving. Quand je lui ai demandé si elle voulait venir pour Noël, elle n'a pas hésité. Oh là là, dit grand-mère, entrant dans le vestibule avec un charme exagéré. Cela fait des lustres. Quelle petite maison festive, ma chérie. Ma mère avait l'air de vouloir s'effondrer. Le dîner fut un chef-d'œuvre d'agression passive. À un moment donné, grand-mère a piqué dans la farce avec sa fourchette et a gazouillé, est-ce que ceci est acheté en magasin? Si constant. Doit être produit en série. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Une semaine plus tard, les répercussions ont commencé. Des textos de cousins, des messages directs de famille élargie. Tu as entendu parler de Noël? Waouh, ta mère est en train de sombrer. Tu as vraiment fait venir grand-mère? Légendaire. Il s'avère que se présenter n'était que la partie 1. Leur rappeler que j'avais toujours une voix, c'était le vrai cadeau. J'ai entendu dire qu'il y avait eu une sorte de malentendu. Tu vas bien? C'était le premier message. Poli, hésitant. D'autres sont arrivés plus vifs. Je ne pensais pas que tu en étais capable d'être si cruel. Tante Brenda m'a appelé cet après-midi-là. Ta mère dit aux gens que tu as fait une dépression, dit-elle, voix basse et lasse. Que tu es instable. Elle dit que ce que tu as fait à Noël le prouve. J'ai laissé échapper un rire amer. Incroyable. Oui. Surprenant? Pas du tout. Si ma mère m'avait appris quelque chose, c'était ceci, la vérité est dangereuse pour ceux qui survivent en la réécrivant. Et si vous menacez leur version de la réalité, ils saliront la vôtre. La réalisation a frappé comme un coup de poing dans les côtes. Ma mère n'était pas seulement embarrassée, elle se sentait menacée. J'avais exposé son illusion soigneusement construite. Et maintenant, elle se débattait pour me discréditer. Si elle pouvait faire de moi celle qui était instable, elle n'aurait pas à être responsable, elle n'aurait pas à avoir tort. J'ai appelé grand-mère. Elle n'a pas hésité. Mon cœur, dit-elle, ta mère est déjà allée voir les parents, appelant les proches, disant qu'elle s'inquiétait pour toi, que tu n'allais pas bien. Mon rire était vif cette fois. Tu sais que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Je le savais avant même qu'elle ne décroche. Elle a répondu, sa voix toujours enveloppée de velours. Ce soir-là, je me suis assise en tailleur sur mon canapé, la seule lumière venant de la lueur blanche douce du sapin de Noël. J'ai ouvert le chat de groupe familial, j'ai tapé lentement, délibérément, bonjour à tous, je voulais juste clarifier quelques malentendus. Je vais bien. Pas de crise, pas de drame. Ce fut une drôle de saison des fêtes, mais honnêtement, je suis dans un très bon état d'esprit. J'espère que vous aussi. Je souhaite à tous une nouvelle année paisible. Court, calme, impossible à déformer. L'équivalent numérique de sourire gentiment pendant que votre accusateur s'étouffe avec sa propre performance. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé le téléphone. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Un message est apparu d'Ethan. Mon frère cadet. Et, on peut parler? L'écran brillait doucement dans ma paume, et, comme ça, le silence a commencé à se fissurer. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. J'ai appelé dès que j'ai vu le message, le cœur battant comme un tambour. La voix d'Ethan est arrivée au bout du fil, hésitante, plus douce que je ne m'en souvenais. Écoute, je ne suis pas d'accord avec ce que maman a fait. J'ai cligné des yeux. Tu n'es pas d'accord? Elle est douée pour tordre les choses, dit-il doucement. Thanksgiving semblait bizarre, mais Noël. C'est là que j'ai commencé à voir les choses clairement. Je l'ai laissé parler. Je n'ai rien dit à l'époque, a-t-il avoué. Parce que, eh bien, tu sais comment elle est. Ouais, dis-je doucement. Je sais. Il a hésité. Je n'ai pas géré ça correctement. Mais tu n'es pas folle, Amélie. Pas du tout. Ma gorge s'est serrée. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin que quelqu'un dans cette famille dise ces mots avant que les larmes ne commencent à monter.
Quelque chose était en train de changer. Tante Brenda, grand-mère, maintenant Ethan. L'emprise de ma mère s'amenuisait. 2 semaines plus tard, mon téléphone s'est illuminé. Maman. J'ai failli laisser aller à la messagerie vocale, mais les vieux instincts et la curiosité ont gagné. Bonjour. Son ton était glacial. Nous devons parler en personne. À propos de quoi? Une pause de silence. Ensuite, ton petit coup de tête m'a humilié. La voilà. Pas m'a blessé. Pas parlons. Juste m'a humilié. Dimanche, 6 heures, claqua-t-elle. Sois là. Puis elle a raccroché à nouveau. J'ai failli ne pas y aller jusqu'à ce que tante Brenda appelle. Écoute ce qu'ils ont à dire, avait insisté tante Brenda. Tu n'as pas à leur pardonner, mais fais-les le dire en face. Alors, dimanche soir, je me suis de nouveau garé devant la maison de mes parents. La neige bordait l'allée, nette et intacte. Mes bottes craquaient tandis que j'approchais de la porte d'entrée, cœur stable mais sur la défensive. Au moment où j'ai franchi la porte de la salle à manger, la tension m'a giflé comme un vent des Alpes lourd, étouffant. Mon père se tenait près du bout de la longue table en chêne, la posture rigide, les mains serrées devant lui. Ma mère était assise au bout, son trône, les bras croisés, les lèvres tirées en une fine ligne. Ses yeux m'ont balayé comme une évaluation des menaces. Léa était assise sur le côté, faisant semblant de faire défiler son téléphone comme si sa vie en dépendait. Ethan semblait sur le point de sauter de sa chaise. Maman a rompu le silence la première, le ton sec. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? J'ai haussé un sourcil. De quelle partie êtes-vous contrarié? Annuler la dinde, amener grand-mère à Noël, ou la partie où les gens arrêtent de croire à ta version des faits? Tu es tellement dramatique, claqua-t-elle. Papa a essayé de jouer le médiateur. Ta mère est contrariée. Tu l'as fait paraître mauvaise. Non, dis-je, voix calme mais ferme. Elle a fait ça toute seule. J'ai juste arrêté de le cacher. Le visage de maman devint rouge. Tu veux dire ta version des événements? Parce que dans ma version, tu abandonnes cette famille, tu gardes rancune et tu choisis la vengeance plutôt que la réconciliation. Un malentendu? Ma voix a craqué dans la pièce. Tu ne m'as pas invité. Tu m'as laissé payer tout le repas, puis tu as agi comme si je n'existais pas. Nous pensions que ce serait plus facile, dit-elle entre ses dents serrées. Moins de drame. Ensuite, tu as répandu des mensonges, dit aux gens que j'étais instable, essayé de retourner toute la famille contre moi. Tu m'as embarrassé, siffla-t-elle devant tout le monde. Et puis Ethan a parlé, calme mais clair. Maman, dit-il, tu l'as exclue, c'est vrai. Tu nous as dit qu'elle ne venait pas. Tu savais qu'elle avait payé. Tu n'as jamais rien fait pour l'arrêter. C'était mal. Elle s'est tournée vers lui, les yeux flamboyants. Oh, ne commence pas toi aussi à. Mais Ethan n'a pas scié. Non, tu as franchi la ligne. Tu le fais toujours dès que quelqu'un te remet en question. La pièce se figea et quelque chose se brisa. Papa a bougé. Nous aurions dû gérer ça différemment. Maman plissa les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Il hésita. Peut-être qu'elle a raison. Ce n'est pas fini, dis-je. Tu ne m'as pas seulement laissé de côté. Tu as appelé la moitié de la famille en prétendant que j'étais instable, que j'avais craqué. Pourquoi, maman? Elle ouvrit la bouche, et pour une fois la vérité sortit, parce que j'étais embarrassé. Le silence tomba. Elle cligna des yeux comme surprise d'elle-même. Je ne savais pas quoi dire quand les gens demandaient. Ça a dégénéré. Je ne voulais pas être le méchant. Alors tu as fait de moi le méchant, dis-je doucement. Elle ne dit rien. Et pour la première fois, j'ai vu mon père la regarder comme s'il ne la reconnaissait pas. Ethan resta silencieux, mâchoire serrée. Même Léa murmura, « Waouh, les mensonges, la manipulation exposée. » Je me suis levé. J'ai terminé. Je n'ai pas besoin d'excuses, mais j'ai besoin que vous entendiez ceci. J'ai terminé. Maman tressaillit. Attends. Non. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. C'est toi qui as fait ça, dis-je. Tu m'as mise à l'écart, puis tu as réécrit l'histoire pour te protéger.
Elle n'avait pas de réponse. Je me suis tourné vers papa. Tu as laissé faire. Ça a aussi fait mal. Il baissa les yeux. Léa cligna des yeux. J'aurais dû dire quelque chose. Ethan hocha la tête. Moi aussi. Cela n'a rien arrangé, mais cela comptait. Les semaines passèrent. Maman envoyait des messages de surface. Peut-on passer à autre chose? Je les laissais non lus. Tante Brenda prenait des nouvelles. Grand-mère a envoyé une lettre manuscrite pleine de chaleur. Puis, à la mi-janvier, Ethan m'a envoyé un texto « Veux-tu prendre un café ?» Nous nous sommes rencontrés dans le centre-ville d'Annecy. 3 heures d'honnêteté tranquille. Ouais, dis-je. Je comprends. Et j'ai réalisé que je n'étais plus seul. Si vous avez déjà été qualifié de trop exigeant pour avoir établi des limites, cette histoire est pour vous. Protéger votre paix n'est pas égoïste, c'est la survie.